Automne 1940, sur une base de la Royal Air Force nichée quelque part en Angleterre. Un mécanicien frotte ses mains graisseuses avec un chiffon élimé, puis il lève la tête et se fige sur place. Devant lui n'apparaît pas un avion ordinaire, du moins pas selon sa définition habituelle. Rien à voir avec le Spitfire élancé, aligné 3 hangars plus loin, dont les ailes en ellipse paraissent taillées par les bourrasques, ni avec le Hurricane trapu au contour net qui évoque une ingénierie implacable. Ce qui émerge doucement de l'ombre du hangar évoque autre chose entièrement. Un fuselage massif, quasi cylindrique, tel un tronc d'arbre, hâtivement pourvu d'ailes. 2 moteurs radio imposants, chacun volumineux comme une baignoire en métal, logés dans des nacelles qui dominent l'horizon d'un air hostile. Un museau plat, abrupt, dépourvu de toute élégance, sans la moindre courbe poétique dans ses formes. Un commandant d'escadron posté près du mécanicien murmure ce que tous ruminent en silence. Cet engin tient plus de la cahute en briques surmontée d'ailes. Il n'avait pas tout à fait tort. Pourtant, ce mastodonte dédaigné allait clore la guerre avec 965 victoires aériennes officielles, surpassant le Mosquito et presque tous les aéronefs lancés par la Royal Air Force dans les cieux. L'histoire débute avec un ingénieur qui a affronté un défi insurmontable sans céder à la panique. Retour en 1938. L'Europe affûte discrètement ses armes. La Royal Air Force perçoit une réalité que peu osent formuler. La guerre à venir ne se jouera pas uniquement en plein jour, à moyenne altitude, lors de duels entre Spitfires au-dessus de la Manche. Elle se disputera aussi dans l'obscurité absolue, ce voile épais et sans lune, où des bombardiers allemands pourraient franchir les côtes britanniques incognito, inaudibles jusqu'au dernier moment. La guerre d'Espagne avait offert un terrain d'essai impitoyable. Les bombardiers nocturnes modernes semaient la dévastation. Et si l'ombre protégeait l'assaillant, elle pouvait aussi servir le défenseur, à condition de disposer des instruments adéquats. Ces instruments émergent des labos de recherche, boîtiers métalliques volumineux, câblages emmêlés, tubes cathodiques illuminant les cockpits sombres. C'est le radar embarqué. Le concept est limpide en théorie, disruptif en pratique. Un émetteur radio, fixé dans le nez du chasseur, pulse des ondes dans l'atmosphère. Ces ondes heurtent un appareil ennemi et reviennent en écho. Un opérateur radio, noyé dans ses écrans en cabine, décrypte le retour et dirige le pilote vers la proie, aveuglément, sans un seul coup d'œil direct. Pour la première fois, un chasseur britannique traque un fantôme dans la nuit. Mais un obstacle majeur surgit, un casse-tête technique colossal. Les radars de 1938 ne sont pas compacts. Imaginez un meuble métallique farci de circuits délicats, alourdi de centaines de kilos, requérant son générateur et un opérateur attitré sur un siège supplémentaire. Impossible de l'entasser dans un Spitfire. Inenvisageable dans un Hurricane. Il faut un avion plus vaste, plus massif, bimoteur, pensé d'origine pour supporter cette charge high-tech. Et la Royal Air Force n'en possède aucun d'Airworthy. C'est alors que Roy Fedden entre en lice, porteur d'une solution d'ingénierie si terre-à-terre qu'elle flirte avec le génie. La Bristol Aeroplane Company n'est pas novice dans l'aviation britannique. Elle produit depuis longtemps le Beaufort, un torpilleur bombardier costaud, fiable, fabriqué en série modérée. Un outil laborieux, sans panache ni vitesse, mais solide et rodé. Ses moteurs, ses ailes, son châssis, tout est au point. Seul hic, le Beaufort n'a jamais été conçu comme chasseur. Sa vocation, son design, ses capacités le destinent ailleurs. Il ne comblera jamais le vide criant de la RAF. Pourtant, Leslie Fries, designer en chef chez Bristol, envisage le Beaufort autrement. Non comme un avion borné, mais comme un réservoir de pièces vitales. Sa proposition défie les codes établis de l'aéronautique. Réutiliser les ailes du Beaufort, son empennage, son train, ses bases structurelles, et bâtir autour de cette ossature pillée un fuselage inédit. Pas une version retouchée du Beaufort, pas un Beaufort étiré, un appareil inédit qui reprenait le squelette de son aîné sans ses faiblesses. De l'ingénierie façon Frankenstein, tiré des stocks de pièces à une échelle qui faisait tiquer les puristes du design. Et c'était la seule solution, avec le délai imparti, pour fournir un chasseur avant que la guerre ne tourne franchement au désavantage de la Grande-Bretagne. Le fuselage inédit était plus fin, plus affûté dans ses lignes. L'équipage serait assis en tandem, le pilote devant, l'opérateur radar en retrait et en dessous. Et dans le nez, là où d'autres avions logèrent des instruments de navigation ou des caméras de repérage, Bristol avait entassé une artillerie d'une densité jamais osée par la RAF. 4 canons hispano de 20 mm, chacun crachant 600 obus par minute. Incrustés dans la partie basse du fuselage, leur feu conjugué produisait un grondement de tambour industriel qui résonnait dans tout l'avion. 6 mitrailleuses Browning de 7,7 mm par paire de 3 déversaient leur salve de plomb. Lorsque les 10 armes entraient en action d'un coup, l'appareil déchaînait une telle densité de feu qu'il pouvait pulvériser un bombardier lourd en moins de 2 secondes de gâchette enfoncée. Aucun chasseur de laser A9 n'avait porté pareille charge. On le baptisa le Beaufighter. Dès son premier vol d'essai en été 1940, il
révéla son caractère sans détour. Piloter le Beaufighter n'était pas une balade, c'était un calvaire. Les pilotes d'essai qui s'installèrent dans le cockpit durant les premières semaines se heurtèrent à une machine intransigeante. L'avion était instable en lacet, avec le nez qui dérapait alternativement à gauche et à droite sur l'axe vertical du fuselage, des oscillations impossibles à juguler par le pilote automatique ou une poigne relâchée sur les commandes. Maintenir un vol droit réclamait une pression constante sur le palonnier. Sur une patrouille de plusieurs heures, les jambes enduraient un supplice musculaire discret. Des pilotes regagnaient la base avec les cuisses et les mollets rompus d'avoir bataillé des heures contre leur propre appareil dans l'obscurité. Le décollage réservait son propre spectacle. Dès que la puissance montait, le Beaufighter virait brutalement à gauche, une dérive si marquée qu'elle prenait au dépourvu même les pilotes aguerris. Plusieurs machines furent avariées au début parce qu'un équipage avait baissé sa garde un instant trop tôt. La recette pour tout dompter se résumait en une phrase que les instructeurs martelaient aux novices. Vous pilotez le Beaufighter d'une main de fer, sinon il choisit pour vous. C'est-à-dire, ce n'était pas un avion de promenade, pas une bête pour les amateurs de moelleux. C'était une créature qui vérifiait si vous teniez vraiment à y être. Et pourtant, sous cette rudesse apparente, se tapissait une prouesse exceptionnelle. Le secret du Beaufighter tenait à ses deux moteurs, deux Bristol Hercule, des radios à 14 cylindres refroidis par air, délivrant chacun environ 1590 chevaux dans leur mouture initiale. La force brute d'une loco de fret greffée sur chaque aile, mais les chiffres ne disaient pas tout. L'essentiel surgissait quand un projectile ennemi transperçait le carter d'un Hercule comparé à un moteur à liquide comme le Merlin du Spitfire ou de l'Hurricane. Une seule balle dans le circuit de refroidissement déclenchait un enchaînement fatal. Fluide qui fuit, température qui explose, pistons qui saisissent, moteur HS en minutes ou secondes. Sur l'Hercule à air, la même impact causait autre chose. Un ou deux cylindres cessaient de jouer. Les autres persistaient. Le moteur tournait plus irrégulier, moins coupleux. Mais il tenait. Pilote après pilote, les rapports de mission rapportaient de la même chose. Retour à la base avec un moteur sur ce qui paraissait la moitié de ses cylindres, de l'huile suintant des brèches du capot, l'avion secoué, hurlant, cabossé, mais toujours aérien. Ce qui tuait un Merlin n'était pour un Hercule qu'un désagrément. Mais Roy Fedden avait glissé un autre atout dans ses moteurs. Un atout que seuls les initiés de chez Bristol saisissaient vraiment. Les soupapes des Hercules n'étaient pas classiques, c'étaient des soupapes à manchons. Figurez-vous la différence. Ainsi, dans la plupart des moteurs d'avions de l'époque, des soupapes en champignons s'agitaient frénétiquement en tête de cylindre, contrôlant l'admission du carburant et l'évacuation des gaz brûlés. Théoriquement simple, mais ces soupapes enduraient des contraintes thermiques et mécaniques colossales. Elles s'embrasaient, transpiraient sous la chaleur, finissaient par céder. Dans le moteur Hercule, Fedden avait tout révolutionné avec un manchon d'acier mince qui coulissait de haut en bas entre le piston et la paroi cylindrique. Des orifices pratiqués dans ce manchon s'alignaient ou se décalaient par rapport aux lumières du cylindre au rythme de son déplacement. Fini les soupapes exposées à des températures extrêmes. Place à une chambre de combustion optimisée et un moteur capable de tourner à plein régime des heures durant, sans les pannes qui handicapaient les rivaux. Fedden avait mis des années à peaufiner cette invention. On l'avait traitée de chimère trop compliquée, trop délicate, impossible à produire en masse. Le Hercule avait balayé ses doutes en tonnant au-dessus de 6 continents tout au long de 5 années de conflit. Tandis que ses moteurs vrombirent, la bataille nocturne s'engagea. Imaginez la nuit au-dessus de l'Angleterre en octobre 1940. Des escadrilles de bombardiers allemands, Heinkel 111, Dornier 17, Junkers 88, franchissèrent la côte après le crépuscule, pilotés par des balises radio invisibles, larguant des tonnes d'explosifs sur Londres, Coventry ou Birmingham. Les incendies dévorant les villes illuminaient l'horizon et la RAF lançait ses pilotes dans ces ténèbres, armés seulement de leurs yeux. Des Hurricanes et des Blenheim rôdèrent dans le noir, guettant des ombres d'appareils sur un fond à peine plus clair. Les résultats étaient pitoyables. La rage des équipages de chasse de nuit suintait de chaque débriefing. Puis survint le Beaufighter, flanqué du radar AI Mark IV pour interception aéroportée. Ce système n'était guère fiable. Bruyant, fantasque, il variait comme un appareil de labo jeté dans le chaos d'un chasseur de combat. Sa portée utile culminait à 6 km. Au-delà de 270 mètres, l'écho s'évanouissait, abandonnant le pilote à son instinct dans l'obscurité. Pourtant, ces 6 kilomètres, en pleine nuit, valaient mieux que tout ce qu'avaient connu les chasseurs nocturnes britanniques. Pour la première fois, un opérateur radar pouvait diriger son pilote tout au long d'une interception. Ajustement de cap, de vitesse d'approche, de niveau altimétrique, le tout en direct. Jusqu'à ce que l'ennemi se découpe sur le ciel un peu moins noir et que le Beaufighter déchaîne ses 10 canons pour en finir net. La prise en main fut ardue. Les débuts se concentrèrent sur l'élaboration de tactiques, de protocoles radio, d'un jargon commun imposé par l'équipement. Chaque duo formait un tout indivisible. Deux esprits
esprits synchronisés dans les ténèbres. Certains s'adaptèrent à une vitesse stupéfiante. John Cunningham, 24 ans, se mit au Beaufighter avec un sérieux absolu. Pas le héros flamboyant des journaux, pas l'orateur théâtral, mais un homme méthodique, chirurgical, traitant les données critiques sous tension avec une sérénité quasi robotique, idéale pour cette machine. Son opérateur, Jimmy Ronsley, égalait sa minutie et sa constance. Ils forgèrent un modus operandi que bien des crews copièrent. Cunningham s'installait dans son siège, Ronsley dans le sien, et dans la nuit anglaise en guerre, il traquait les bombardiers Boche là où nul autre n'osait s'aventurer. Son tableau de chasse s'allongea steadily tout l'hiver, 1940 et le printemps 1941. La presse de Fleet Street y vit une légende à sensation et propagea le mythe des carottes. Cunningham, disait-on, dévorait des kilos de carottes pour aiguiser sa vue nocturne. Le gouvernement, enchanté de ce voile sur le radar, soutint l'arnaque en sous-main. La vérité résidait dans le nez du Beaufighter. Guy Gibson pilotait le même appareil à l'époque, futur chef du raid des Dambusters. Jeune pilote encore, il tâtonnait pour cerner les exigences du front. Il confia plus tard que ce chasseur réclamait un effort physique inégalé parmi tous ceux qui l'avaient mené, et que plusieurs collègues avaient péri pour l'avoir sous-estimé. Mais Gibson reconnut aussi que, une fois le radar verrouillé et la trajectoire d'interception tracée dans la nuit, le Beaufighter incarnait une arme d'une efficacité glaçante. Il ne faisait pas de blessés, il anéantissait. Les équipages progressaient, le radar évoluait lui aussi. En 1942, le radar AI Mark VI fait son entrée, marquant un tournant décisif. Ce modèle exploitait des ondes centimétriques, beaucoup plus courtes que celles des versions antérieures. Cette avancée technique offrait un avantage tangible que n'importe quel pilote de Beaufighter pouvait résumer simplement. Le faisceau était plus étroit, la précision accrue et ce souci de distance minimale, cet angle mort en deçà de 270 mètres, se trouvait drastiquement réduit. L'antenne, abritée dans un carénage aérodynamique à l'avant et baptisée par les équipages « nez à dada à coudre », générait un faisceau d'une telle finesse que piloter un intercepteur de nuit relevait désormais moins de l'art que de la science pure. Le Beaufighter s'était mué en un système intégré. Machines, électronique et ingéniosité humaine s'entremêlaient pour former un ensemble supérieur à la simple addition de ses composants. Mais son parcours ne se limitait pas aux nuits britanniques. Tandis que les escadrons nocturnes perfectionnaient leur tactique au-dessus du sol anglais, d'autres fronts de guerre exigeaient leur dû et le Beaufighter, maître de la chasse dans l'obscurité, allait démontrer ses talents face au raz des vagues. En Méditerranée, la position alliée était critique. Les convois de l'Axe liaient les ports italiens aux ports libyens, acheminant nourriture, carburant et munitions pour l'armée de Rommel. La RAF et la Fleet Air Arm tentaient depuis des années d'étrangler ces artères logistiques, avec des résultats mitigés. Il fallait un appareil capable de raser les flots à vive allure, de rejoindre une cible aux coordonnées souvent imprécises, de la localiser et de la frapper assez durement pour la couler ou la neutraliser. Un avion résistant aux salves des défenses antiaériennes des navires et qui poursuivait sa tâche malgré tout. Les Beaufighters, armés de roquettes et de torpilles, opérant par paire ou en escadrille depuis Malte et l'Afrique du Nord, devinrent des piliers de cette bataille. Imaginez la tableau. 2 Beaufighters survolant la Méditerranée à une altitude si rase que leur sillage fouettait la mer. Les pilotes repéraient les bâtiments avant d'être repérés. Ils fondaient à la vitesse d'une Formule 1, armes prêtes, visant la ligne de flottaison d'un cargo adverse. Les canons crachaient à moins de 500 mètres. Les roquettes filaient en salves fulgurantes. L'appareil cabrait au-dessus des gerbes d'eau, rentrait parfois mitraillé, parfois hurlant, mais il rentrait. La robustesse de l'Hercule, très presque abstrait dans les briefings, se muait ici en enjeu vital. Des pilotes regagnaient leur base avec des nacelles moteurs criblées, un fuselage transpercé, un train d'atterrissage bancal, et l'avion tenait bon. La voie d'approvisionnement ne fut jamais totalement sectionnée, mais elle se trouva plusieurs fois asphyxiée, en grande partie grâce à ces machines qui rasaient les mâts et laissaient derrière elles des navires en flammes. Robert Braham avait 23 ans lorsqu'il entama ses missions sur Beaufighter. Braham, 23 ans. Un talent pour décortiquer la géométrie d'un affrontement comme un maître des échecs scrute un damier. Il pilotait comme s'il devinait les moindres secrets de l'appareil et sans doute les devinait-il, son style évoquant moins le chasseur que le pur prédateur. Pas question de dogfights prolongés ou de virevoltes épuisantes pour les deux camps. Il visait la première salve, celle où l'ennemi ignore encore sa perte. Braham disséquait chaque engagement. Il sélectionnait ses angles pour concentrer un déluge de feu en un temps d'exposition minimal. Des passes à haute vitesse, acérées comme un rasoir, accordant à l'adversaire le moins de réaction possible et au Beaufighter le moins d'exposition au tir adverse. Il saisissait intuitivement la nature de son avion. Non un duelliste, ni un bolide sportif, mais un chasseur né. Et les prédateurs excellents quand la proie ignore
ignore leur présence. À la fin de la guerre, Braham affichait l'un des palmarès individuels les plus impressionnants de tous les pilotes de la RAF, quel que soit leur rôle. Et il avait bâti la plupart de ce tableau de chasse dans un appareil que la presse aéronautique avait à peine effleuré. Pendant cette période, à des milliers de kilomètres, dans un océan Pacifique déchiré par la guerre, le Beaufighter se muait en une arme radicalement nouvelle. L'Australie s'était lancée dans la fabrication locale de ces appareils sous licence. En 1942, le département australien de la production aéronautique avait installé des usines aptes à assembler l'avion quasi exclusivement avec des matériaux et pièces du pays, minimisant ainsi la reliance sur les chaînes d'approvisionnement britanniques déjà poussées à bout. La variante locale, baptisée Beaufighter Mark 21, intégrait une amélioration judicieuse. Les mitrailleuses Browning de 7,7 mm, logées dans les ailes, cédèrent la place à des Browning de 12,7 mm, dont les munitions délivraient 4 fois plus d'énergie cinétique à longue distance. Dans le théâtre pacifique, où les objectifs terrestres bénéficièrent souvent d'une meilleure protection et où les combats se déroulaient à plus grande portée, cet avantage s'avéra tangible, notamment lors d'une bataille mémorable le 20 mars 1943. Ce jour-là, un convoi japonais, le détroit de Biso en mars 1943, acheminant troupes et munitions vers la Nouvelle-Guinée, avait été détecté par les renseignements alliés. Les chefs alliés optèrent pour son interception. En théorie, l'opération frôlait l'impossible. Temps exécrables, bases alliées éloignées, traversées de la mer japonaise périlleuse avec escorteurs et chasseurs à bord en alerte maximale. Le schéma d'assaut était minutieusement synchronisé. Les Beaufighters devancèrent les bombardiers, fonçant à hauteur des canons et mitrailleuses pour arroser les ponts des transports et les sites anti-aériens, obligeant les artilleurs à se terrer et neutralisant les défenses avant l'assaut principal. Du boulot de pionnier, loin du panache romantique, celui qui défonce la porte pour laisser passer les autres. Les moteurs Hercule tonnaient en rase-motte, leur vrombissement claquant sur les flots. Les servants japonais sur les transports ne perçurent l'assaut qu'une fraction de seconde avant les premières salves. Les Beaufighters étaient déjà là. Les effets furent cataclysmique. Le convoi sombra sur 2 jours d'affrontement. 8 navires de transport coulés, 4 destroyers disparus corps et biens. Les renforts nippons pour la Nouvelle-Guinée subirent un retard massif. Les généraux alliés mirent en avant le rôle décisif des Beaufighters en suppression des feux comme clé du succès à cette ampleur. Les récits japonais de l'engagement dépeignaient ces passes de mitraillage à basse altitude comme l'épisode le plus effroyable de toute la bataille. Pour nombre de soldats à bord, le dernier bruit fut celui de 2 Hercules surgissant de l'océan. Ainsi, une machine hâtivement assemblée à partir de pièces de récupération modifiait le destin d'une campagne, aux confins du globe, tandis que le Beaufighter pulvérisait des convois dans le Pacifique, abattait des bombardiers au-dessus de l'Angleterre et torpillait des navires en Méditerranée, attirant tous les regards, la grande interrogation que nul n'osait formuler persistait. Le Mosquito, soyons francs, il était génial, véloce, raffiné, en bois un comble, conçu malgré le doute des autorités et récompensant cette témérité par des aptitudes hors normes. La presse en raffolait, le public idem, les historiens aussi. Pourtant, une fois les totaux de victoires aériennes officielles dressés après la guerre, les données révélèrent une autre vérité. Beaufighter, 965 victoires confirmées. Mosquito, 835. L'appareil dédaigné, bruyant, capricieux, monté de briques et de broc dans un hangar en pleine urgence, surpassait le joyau par un écart insurmontable pour toute rhétorique. Les explications de cet avantage n'avaient rien d'énigmatique. Le Beaufighter abondait en quantité supérieure pile quand la campagne de bombardement nocturne culminait. Il opérait sur davantage de fronts en parallèle. Il encaissait mieux les avaries et rentrait au bercail. Ses moteurs supportaient les rigueurs des raids maritimes à fleur d'eau. Entre les mains d'équipages rodés à ses caprices, il devenait une arme d'une sauvagerie totale. Le Mosquito brillait, le Beaufighter ne pardonnait pas. Ce sont des engins distincts, conçus pour des opérations en partie similaires, et les confrontations sur ces terrains ne mettaient pas en valeur l'élégant. Passons maintenant à un sobriquet qui s'accroche à cette saga avec l'obstination d'une légende guerrière, Whispering Death, la mort murmurante. La légende affirme que les soldats japonais dans le Pacifique l'ont attribué au Beaufighter car ses moteurs se révélaient étonnamment discrets, lui permettant de fondre sur les objectifs sans le moindre signal d'alerte. C'est un récit séduisant. Il ne résiste pas à une analyse sérieuse. Les moteurs Hercule, ces 14 cylindres radio refroidis par air à pleine puissance, n'avaient rien de silencieux. Impossible. Ils émettaient un ronflement sourd et persistant qui se propageait sur des kilomètres par temps clair. Imaginez qu'un avion de 9 tonnes, animé par 2 de ces bêtes,
navette puisse s'approcher d'une cible en catimini contredit les lois de la physique de manière flagrante. La vérité probable est bien différente. Les assauts ras du sol, la vitesse fulgurante d'approche et les propriétés sonores particulières des radios à certains angles d'incidence offraient aux proies moins de temps de réaction que d'autres aéronefs. Un bruit surgissant de front et à vive allure accorde moins de précieuses secondes que le même volume sonore venant d'en haut. Pourtant, ce surnom, comme la poésie envoûtante du silence, n'a aucune trace authentifiable dans les archives japonaises. Aucun rapport militaire nippon n'en identifie l'origine. Ce qu'on peut affirmer sans détour, c'est que le Beaufighter inspirait une terreur justifiée, non pour un sobriquet ni une fable, mais pour ses actes concrets. Les roquettes qu'il lâchait sur les navires, les obus de canon qu'il crachait dans les bombardiers sous le couvert de la nuit, la manière dont il surgissait, cognait et disparaissait avant que les défenses ne s'ébranlent. Cette crainte était légitime, et au cœur de tout cela se tenait un homme privé des hommages qu'il méritait. Roy Fedden avait passé des années à perfectionner les soupapes et à manchettes. On lui avait seriné que c'était irréalisable, trop sophistiqué, trop ardu à fabriquer en série de façon fiable. Les détracteurs brandissaient des arguments techniques irréfutables et jouissaient d'une solide réputation dans le secteur. Fedden avait persévéré malgré tout. L'Hercule tonnerait au-dessus de 6 continents, démontrant l'erreur des sceptiques. En 1942, il fut anobli, un honneur notable. Mais ses rapports avec la Bristol Aeroplane Company s'étaient graduellement dégradés sur des litiges de crédit, de salaire et d'autorité. Il finit par claquer la porte dans des conditions peu glorieuses pour l'entreprise. L'ingénieur principal du cœur moteur du Beaufighter, celui qui avait défendu bec et ongles les soupapes à manchettes contre l'unanimité, n'obtint pas la reconnaissance interne proportionnée à son génie. Pourtant, l'Hercule continuait de vrombir dans des centaines d'appareils au-dessus de tous les océans, sur tous les fronts de la guerre. Voilà le mémorial qu'il avait érigé. Le Beaufighter demeura en fabrication jusqu'en 1946. Plus de 5700 unités sorties des chaînes dans toutes les versions et usines. Ils opérèrent au Fighter Command, au Coastal Command, dans la Desert Air Force, la Balkan Air Force, ainsi que dans les aviations australiennes, canadiennes, néo-zélandaises et sud-africaines. Ils torpillaient des vaisseaux, rasèrent des ponts, neutralisaient des bases aériennes, traquaient des U-boots, abattaient des bombardiers par tous les temps, de la nébulosité polaire aux brouillards équatoriaux. Les ultimes missions eurent lieu bien après l'arrêt officiel de la production par des escadrilles qui avaient appris, comme tant d'autres, que les appareils taillés pour l'usage extrême sont les plus durs à supplanter. Cette épopée dépasse le cadre de l'aéronautique. Elle pose une interrogation éternelle des conflits, des usines, des récits humains. Pourquoi les machines victorieuses des batailles accèdent-elles si peu souvent à la célébrité ? Pourquoi l'élégance attire-t-elle les regards alors que l'efficacité brutale tranche le dénouement ? Le Beaufighter n'offrait aucune réplique raffinée. Il n'avait ni la souplesse du Mosquito, ni les courbes du Spitfire, ni le lustre qui lui eût valu des documentaires ou des maquettes en vitrine muséale. Il possédait la robustesse d'un moteur survivant aux impacts de balles, la furie de 10 armes déchaînées à l'unisson, la nuit comme domaine et dans les ténèbres, l'infaillibilité. Il était né du besoin, construit à partir d'os récupérés çà et là, manœuvré par des pilotes qui devaient le mater à chaque envol. Et il descendit plus d'appareils que quasiment tout ce que la RAF avait un jour propulsé dans les cieux. Ceux qui l'avaient assemblé, les ingénieurs, n'avaient pas une minute pour l'esthétique. Une guerre les pressait de vaincre. Ce chasseur difforme, sincère et d'une modestie absolue accomplit bel et bien sa mission. Les plus laids cognent invariablement le plus violemment. Le récit de ce chasseur laid m'amène à une interrogation que je vous livre. Dans votre univers professionnel, opteriez-vous pour l'instrument clinquant et raffiné ou pour celui qui bosse dur sans broncher, quitte à passer inaperçu pour toujours ? Si ce genre de narration vous interpelle, l'histoire suivante, juste là devant vous, va vous tarauder pareillement. Une machine, un arbitrage d'ingénierie, un conflit et un dénouement qu'on n'avait pas anticipé. L'histoire ne s'éteint point, elle guette qu'on la réveille.